On va décortiquer cet exploit avec vous. Et d'abord, Gaël, on va voir la carte du parcours de Charlie pour bien conscientiser l'immense défi qui vous attendait. Oui, la carte de ce Tour du monde en solitaire est sans escale. 25 000 milles marins, soit plus ou moins 40 000 kilomètres. Cet aller-retour au Sable d'Olonne, rondement mené en 64 jours et 19 heures. 9 jours de mieux que le précédent record établi par Armel Lecléache en 2016. C'est mieux encore, rendez-vous compte, que le temps établi par Bruno Perron et son équipage en multicoque. C'était quasiment au siècle dernier, mais tout de même. Bref, Charlie, comment expliquer ce chrono? C'est le bateau, le skipper, la météo, le duel avec Johan Richomme. Et jusqu'où peut-on aller? C'est tout ça, effectivement, c'est tout ça. C'est ces bateaux à foil, donc c'est comme des ailes d'avion qui marchent sous l'eau, qui nous permettent d'atteindre des vitesses très élevées. On navigue souvent plus vite que la vitesse de vent. Là, quand il y a 20 km/h de vent, on est proche des 40 km/h. Donc ces bateaux qui ont gagné aussi en fiabilité, en maturité. C'est la 3e édition du Vendée Globe avec des bateaux à foil, donc maintenant les bateaux sont au point. Il y a eu aussi un enchaînement météo vraiment favorable. Certes, l'Atlantique Nord a été assez lent, mais à partir de l'équateur, ça a vraiment accéléré. On a eu un Atlantique Sud Express, 23 jours seulement pour faire du Cap de Bonne-Espérance, le tronçon Cap de Bonne-Espérance Cap Horn, et après une remontée de l'Atlantique qui a été aussi favorable en termes de conditions. Et bien sûr, voilà, ce duel avec Johan, je pense que ça nous a forcé chacun l'un l'autre à donner vraiment le meilleur de soi-même, à changer de voile plus régulièrement, à régler le bateau, à le rééquilibrer, à étudier encore plus en profondeur les fichiers météo pour trouver la route la plus rapide. Donc voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu ce duel, le record aurait peut-être été battu de moins de jours, voire pas du tout. Ah, vous écoutez, ça a l'air presque facile, mais ça n'a pas été si simple. Hein. Il y a eu quelques avaries. On vous a vu grimper au mât après le Cap Horn, réparer une voile, dans la soute à voile également. Et notre confrère Philippe Eliès a pu visiter votre bateau au lendemain de votre arrivée avec Jean-Yves Caux, votre boat captain, le directeur un peu général de l'équipe. Et on a découvert une petite avarie que vous nous aviez cachée. Pourquoi l'avoir cachée? Pourquoi l'avoir caché? Parce que c'était voilà, un peu un signe de faiblesse, quoi. C'est un peu comme ce que j'aime bien comparer, c'est voilà, quand je sais pas si vous jouez aux cartes, ou alors s'il y a des joueurs de poker, on monte jamais son jeu à la table. Là, c'est un peu pareil en course au large. On n'a pas envie de montrer son jeu, on n'a pas envie de montrer ses faiblesses à l'adversaire, parce que voilà, ça peut soit le rebooster, soit lui donner des indications sur une voile manquante ou des conditions dans lesquelles on va être moins performant. Donc voilà, on essaie de cacher les choses. Voilà, effectivement, quand ça se voit sur la cartographie, ou quand une fois que le problème est réparé, voilà, souvent on va en parler. Voilà, cette fameuse voile déchirée, on en a communiqué dessus pendant la course. Quand je suis monté au mât, on a communiqué dessus aussi. Mais voilà, il y a certaines avaries qu'on préfère garder secrètes. Vous l'avez dit, ce final hors norme, il n'aurait pas pu avoir lieu sans un certain Johan Richomme. Il a une question pour vous. Salut Charlie, c'est Yo-Yo. Écoute, j'avais une petite question pour toi, puisque tu es dans le stade 2. C'est de savoir si, quand on est rentré dans les mers du Sud et que j'étais à côté de toi, tu t'es dit que ça allait être compliqué d'aller gagner ce Vendée Globe. Allez, bonne émission, mec. À ciao. Bye bye. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a surpris, Johan. C'était son premier Vendée Globe, et en fait, j'ai l'impression qu'il est dans son jardin, justement, dans ces mers du Sud. Il allait super vite, il naviguait pied au plancher. Et ouais, ça m'a impressionné. Ouais, ça m'a clairement donné du fil à retordre. Donc là, j'ai réussi à tenir bon. Voilà, c'est vrai que son bateau était peut-être un petit peu plus typé, un petit peu plus dessiné pour les mers des mers du Sud. Ouais, je savais que le mien était typé plus voilà, vraiment descente et montée de l'Atlantique. Donc voilà, il a fallu tenir bon. Mon seul objectif vraiment dans les mers du Sud, c'était d'être dans un rayon de 100 000 de lui, devant, derrière ou à côté, parce que je savais que mon bateau serait très performant sur la remontée de l'Atlantique, et pas seulement à côté de lui, mais aussi avec un bateau à 100% de son potentiel. J'ai réussi à atteindre cet objectif, puisqu'on passe le Cap Horn avec seulement 9 minutes d'écart. Il me chip quand même le Cap Horn. J'aurais bien aimé l'avoir, parce que j'ai eu le Cap Lewin en premier, le Cap de Bonne-Espérance, mais j'aurais bien aimé avoir le Cap Horn, et c'est Johan qui l'emporte à 9 minutes. L'objectif, malgré tout, était atteint pour moi, arriver au Cap Horn avec un bateau à 100% et vraiment au coude à coude avec Johan.